Salut à tous, aujourd'hui on va parler de contenu sensible qui peut heurter la sensibilité des plus jeunes. C'est pourquoi ce podcast est donc déconseillé aux moins de 14 ans. Mais tout d'abord, nous voulons rappeler un peu les droits français. En droit français, le viol est un crime défini par l'article 222-23 du Code pénal. Ce crime est passible de 15 ans de réclusion criminelle. L'usage de stupéfiants est passable de 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Le meurtre est un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. Bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans le Petit Bûcher. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'affaire des viols de Mazan, ou plus connue sous le nom de l'affaire Pellico, une affaire judiciaire qui a bouleversé la France entière. Eh oui, mais tout d'abord, intéressons-nous à l'avant. Dans les années 90, Sophie Narme était une agente immobilière. Elle fut assassinée et violée le 4 décembre 1991, alors qu'elle faisait visiter un appartement à Paris. Le rendez-vous avait été pris la veille et l'individu s'était montré très insistant. Madame Narme a été étranglée et poignardée alors qu'elle se débattait. Ce qui intriguait les enquêteurs fut le mode opératoire du tueur. Le sac à main était rangé contre le mur et ses escarpins étaient posés et rangés juste à côté du corps. Pour les enquêteurs, une chose était sûre, ce n'était pas la première fois qu'il agissait. Une forte odeur d'éther se dégageait de l'appartement et lors de l'autopsie, de l'éther a été trouvé dans les poumons de Sophie Narme et du sperme a été prélevé. Lors de l'enquête, une collègue de Sophie déclara « Sophie a été ciblée, elle était une belle femme. Le tueur l'a vue par la fenêtre de l'agence et a pris rendez-vous. Le portrait robot fut dressé grâce à une femme qui, également agressée dans un appartement à Paris, qui a réussi à s'enfuir en 1999. » Une autre agente immobilière de 19 ans, dont le nom n'a pas été divulgué pour des questions de confidentialité, s'est aussi fait agresser le 11 mai 1999 à Paris, en pleine visite d'un appartement dans le 15e arrondissement. Elle s'en est sortie vivante avec des hématomes et un traumatisme, cet homme ayant utilisé un faux nom et une fausse adresse après un rendez-vous pour la visite d'un appartement. À peine il avait jeté un coup d'œil dans l'appartement, il se jeta sur elle, l'empoignant et la menaçant d'un cutter au niveau du cou. La fille se couchait sur le ventre et lui attacha les mains dans le dos, la privant de toute défense, et lui mit un mouchoir imbibé d'éther dans la bouche. Ayant compris ce qui allait se passer, la jeune femme se retint de respirer pour rester consciente, et agir avant que le drame ne se produise. Pendant ce temps, l'homme commençait à la déshabiller avant lui. Maniaque qu'il est, il a replié le vêtement et commença ses attouchements. Sans que l'homme ne s'en rende compte, la jeune femme avait réussi à se libérer un bras. Elle attrapa l'homme aux parties génitales, les serra et les tordit. L'homme hurla de douleur, la jeune femme en profita pour fuir dans une pièce dont elle ferma la porte à clé. Se blottit dans un coin et attendit pendant 4 heures. Son patron, s'inquiétant de ne pas la voir repartir, décida d'aller voir et la trouva dénudée et apeurée dans la pièce, encore dans l'appartement. La police fut appelée, releva sur le sol et sur la chaussure de la victime du sang d'une personne masculine inconnue. L'affaire fut classée sans suite jusqu'à il y a quelques mois. Ces agressions ont des similitudes comme l'éther pour endormir la victime et le fait que le tueur était maniaque. En 2010, Dominique Pellico fut surpris en train de filmer sous les jupes de femmes au magasin. Son ADN fut prélevé, il était inconnu des fichiers de police, il a écopé de 100 € d'amende et fut relâché. Suite à l'affaire Pellico, son ADN fut prélevé une nouvelle fois. Des similitudes dans son ADN et celui de l'agresseur de 1999 furent relevés récemment et il est le désormais suspect dans les 2 affaires citées précédemment. Après le procès, les enquêteurs ont découvert qu'en 2010, un rapport avait été démontré que leur code génétique était ressemblant, mais ils avaient été ignorés et le sperme recueilli sur le cadavre de Sophie Narme a été perdu dans l'année 1991. Après ce saut dans le temps, revenons à l'affaire Pellico. Cette affaire est devenue l'un des procès les plus marquants de ces dernières années en France. Elle soulève de nombreuses questions sur les violences sexuelles et la justice, la soumission chimique et le rôle de la société face à ce type de crime. Maintenant, on va faire une petite parenthèse sur le début de l'affaire.
L'affaire commence réellement en septembre 2020 dans la ville de Mazan, dans le sud de la France. Dominique Pellicot est arrêté dans un supermarché après avoir été surpris en train de filmer sous les jupes de femmes à plusieurs reprises. Les policiers saisissent alors son téléphone et son ordinateur. En analysant ces fichiers, ils découvrent des milliers de vidéos et de photos. Les enquêteurs comprennent rapidement qu'ils droguaient Gisèle Pellicot, sa femme, depuis des années, afin que des hommes viennent chez eux pour lui faire subir des violences sexuelles pendant qu'elle était inconsciente. L'enquête va durer plusieurs années. Les policiers découvrent des dossiers classés par date et par pseudonyme. Dominique Pellicot recrutait des hommes sur Internet grâce à des forums. Grâce aux vidéos retrouvées, les enquêteurs réussissent à identifier plus de 50 hommes venant de toute la France. Certains étaient mariés, pères de famille ou avaient un métier stable. Les accusés avaient entre 26 et 74 ans. Pendant près de 10 ans, Gisèle Pellicot ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle souffrait de perte de mémoire, de fatigue et de nombreux problèmes de santé. Elle pensait être malade sans imaginer ce qu'elle subissait réellement. Maintenant, on va passer à ce qui s'est appelé le procès historique d'Avignon. Le procès débute le 2 septembre 2024 au tribunal d'Avignon. 51 hommes comparaissent devant la justice, dont Dominique Pellicot. Le procès dure presque 4 mois et attire des journalistes du monde entier. C'est un procès historique par son ampleur, mais aussi par le courage de Gisèle Pellicot. En effet, elle refuse le huis clos. Cela signifie qu'elle accepte que le procès soit public. Elle déclare vouloir que la honte change de camp. Cette phrase devient rapidement un symbole de toute la France. Maintenant, on va faire une petite parenthèse sur les avocats et les débats. L'un des avocats principaux de Gisèle Pellicot est maître Stéphane Babonneau. Il défend publiquement la victime et insiste sur l'importance de rendre visibles les violences sexuelles. Pendant le procès, les débats sont parfois très tendus. Certains avocats de la défense tentent d'expliquer que leurs clients pensaient que Gisèle Pellicot était consentante, alors qu'elle était inconsciente à cause des médicaments donnés par son mari. Cette affaire pose alors une question très importante. Peut-on parler de consentement lorsqu'une personne est inconsciente ? Pour beaucoup, la réponse est évidemment non. En décembre 2024, le verdict est rendu. Dominique Pellicot est condamné à 20 ans de prison, soit la peine maximale. Les autres accusés reçoivent également des peines de prison, parfois très lourdes selon leur implication dans les faits. Un homme, cependant, échappe à la prison car, faute d'érection, le jour de son agression envers Gisèle Pellicot. Maintenant, on parle de l'impact de l'affaire. Cette affaire choque profondément la France et relance le débat sur les violences sexuelles et la soumission chimique. De nombreuses personnes se rassemblent devant le tribunal d'Avignon pour soutenir Gisèle Pellicot. Beaucoup saluent son courage et sa dignité durant tout le procès. Cette affaire pousse aussi la société à réfléchir davantage à la notion de consentement, à la protection des victimes et au rôle de la justice. Aujourd'hui, il y a malheureusement de nombreuses affaires de viol, seulement aucune n'ont eu autant de répercussions que l'affaire des viols de Mazan dans notre société actuelle. Cette affaire et son procès ont permis à de nombreuses personnes, quel que soit leur genre, de se remettre en question. Parlons des droits des femmes. Durant des siècles, la femme a été considérée comme inférieure en tout point, y compris dans les relations et en particulier dans le mariage. La femme pouvait être battue, la femme pouvait être violée, et cela sans répercussion pour l'agresseur. De nos jours, en France, les répercussions inexistantes sont devenues des lois contre les violences conjugales et le viol. Il ne faut cependant pas les oublier, que ce n'est pas le cas dans tous les pays encore aujourd'hui. De plus, que l'on regarde les chiffres, est-ce que vous avez l'impression que rien n'a changé ? Si, des lois ont été mises en place. Elles l'ont été si tardivement que les mentalités étaient déjà ancrées dans notre société. Avec sa phrase emblématique « que la honte change de camp », Gisèle Pellicot a marqué une époque sexiste où la lutte pour les droits des femmes dans le monde se doit d'être constante. L'affaire des viols de Mazan restera probablement l'un des procès les plus marquants de l'histoire judiciaire française récente. Elle rappelle l'importance de la justice, du travail des enquêteurs et de la parole des victimes. Merci d'avoir écouté Le Petit Bûcher et à très vite pour de nouvelles affaires judiciaires.